Bien, avant de passer maintenant aux échanges, au débat entre nous, chaque personne, Monsieur Denis, directeur du musée d'histoire qui est là, peut-être souhaite-t-il dire quelques mots? Je pense. Bonjour, mesdames et messieurs, navré pour mon arrivée un peu tardive, mais j'ai quand même pu savourer la qualité et l'intervention de M. Ridalon et du film. On est très heureux évidemment d'accueillir nos amis de Creuse, l'association La Courtine. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Merci à M. Ridalon de nous avoir mis en relation. On garde un très bon souvenir aussi de vos interventions précédentes ici au musée d'histoire. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Et puis vous mettez le doigt voilà, sur des histoires qui méritent, des histoires humaines, des histoires qui ont laissé des traces, évidemment, et qui méritent d'être rappelées, et d'autant plus dans le contexte que nous vivons actuellement. Donc il est important que les musées se saisissent de toute occasion possible pour rappeler que l'histoire contemporaine n'est pas faite que de ces incompréhensions, de ces rivalités, ou de ces choses qui sont relayées des fois sans compréhension de l'histoire un peu profonde. Et le film, et votre intervention et votre action, l'exposition, toute l'action que vous menez dans les établissements scolaires, évidemment, c'est très important. C'est le rôle aussi d'un musée comme le nôtre, de faire ce travail un peu militant auprès d'une génération jeune. Et notamment, il y a un enjeu énorme, évidemment, pour que les enfants soient conscients de ces histoires. Donc voilà, on vous accueille avec grand plaisir et je sais que vous intervenez encore demain, semble-t-il, dans des établissements scolaires. Moi, c'est pas pour le débat, mais j'avais une question, c'est aujourd'hui, puisque vous êtes donc vous résidez à la Courtine, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, si En Limousin, Creuse. Est-ce qu'à la Courtine même, je sais situer la Courtine sur une carte, mais je ne connais pas. Est-ce qu'il y a des lieux de mémoire? Est-ce qu'il y a des formes de commémoration qui sont organisées, qui ont une genre de traces dans les familles? Peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont un nom à consonance russe, qui est encore à la Courtine, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je serais assez curieux de savoir comment cette mémoire est traitée aujourd'hui. Voilà. L'interrogation que je vais avoir. Merci à vous, merci beaucoup. Peut-être pour répondre directement à cette question en répondre d'autres, cette mémoire, elle s'imprime à la Courtine aujourd'hui et depuis maintenant un an, d'une certaine façon. Notre association a eu pour objectif, avec la municipalité, avec la communauté de communes qui regroupe 60 petites communes de Creuse et de Corrèze, de faire un chemin de mémoire qui raconte toute cette histoire. Et ça a été un travail très long d'élaboration, de conception, qui a coûté très cher à la communauté de communes par ailleurs, mais qui est en place depuis maintenant un an avec des réalisations des panneaux, un wagon qui a été reconstitué dans lequel démarre ce chemin de mémoire qui sillonne sur 2 km dans la commune et juste en dehors de la commune pour aller à un lac qui était le lac de Gratano, qui est toujours le lac de Gratano, mais où allaient ces soldats se baigner, chevaucher, voilà. Et donc il y a des réalisations autres qui ont été conçues en fer vieilli, qui rappellent toute une série de choses. Et je crois qu'il y a à peu près une trentaine de ces réalisations qui sont des panneaux, de ces conceptions voilà, qui permettent de suivre pas à pas cette épopée, ce parcours des soldats russes depuis leur arrivée jusqu'à leur départ en Algérie finalement. On ne peut pas dire que les habitants se soient emparés de cette question d'ambivalence entre le fait que ce camp existe, il y a encore une activité soutenue du point de vue militaire, avec des armées de différents pays qui viennent s'entraîner ici, la gendarmerie française s'y entraîne, et c'est un enjeu. C'est un enjeu pour la commune, c'est un enjeu pour les élus, donc il ne faut pas trop non plus
voilà, dire du mal de l'armée, dire du mal, voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une adhésion à 100% des habitants de la commune dans tout ce travail de mémoire, mais en même temps, il existe chez certains. François, avant d'avoir fait ça, a fait un autre petit film qui dure 17 minutes et qui est fabuleux parce qu'il a été fait en 1977 et ils interviewent des gens qui ont connu l'existence des Russes en 1917. Et ils leur posent la question, alors comment ça s'est passé? Et il y a 7 personnes qui sont interviewées, et c'est émouvant par moments ce qui est dit par ces gens-là. Le premier dit, quand ils sont arrivés, on a fermé tous les commerces et tout, et puis il a bien fallu rouvrir, alors on a ouvert les commerces, les bistrots. À cette époque-là, il y avait 110 bistrots dans une commune où il y avait 2000 habitants. Et ben, tout s'est très bien passé, et tout, et puis ils sont restés à la cave depuis 3 mois, ils ont participé aux travaux des champs, puisque les hommes étaient au front, donc c'est eux qui remplaçaient dans les familles pour les blés, les foins et tout ça. Et donc il y a ces témoignages de ces 7 personnes qui disent oui, ils n'avaient plus rien, voilà, alors on les aidait un peu, qui montrent qu'il n'y avait pas du tout de rivalité, d'opposition, de pourquoi vous avez arrêté la guerre et tout. Non, ils comprenaient, parce que les Courneuviens, les hommes étaient eux au fond en train de se faire, voilà, se faire canarder, donc ils comprenaient très bien que d'autres ne pouvaient plus le faire, ça, dans cette situation. Donc il y a beaucoup de témoignages qui ont été transmis sous différentes formes, et puis il y a des descendants, comme il a été expliqué, 400 sont restés en France, ont fondé des familles. Dans notre association, il y a une vingtaine de descendants qui sont des petits-fils, petites-filles, qui ont gardé des choses de leur grand-père, des témoignages qu'ils ont pu avoir quand ils étaient tout jeunes, ou alors des choses écrites, comme là, Jean Gabrielko qui parle, qui a découvert le cahier de son père, qu'on a édité, qui est fabuleux, parce qu'il écrit tout depuis son départ jusqu'au 1er mai 1917. Donc il y a cette richesse qui nous permet d'ailleurs de sortir tous les 6 mois un cahier de notre association, qui est la sortie de 1917, où on publie ces récits, ces témoignages, ces découvertes. Elles sont de plus en plus nombreuses. On a découvert des choses en Algérie récemment pour ces civils qui sont passés par là dans des conditions innommables. Donc voilà, on veut faire vivre, on veut continuer à faire vivre cette histoire et on va dire un certain nombre de leçons aujourd'hui pour aujourd'hui. Quand les soldats décident d'arrêter le combat, quelle sera la solution? Quelle sera la solution? On a actuellement une exposition en détail, en micro peut-être. Oui. Oui, vous avez peut-être eu l'occasion d'aller voir, sinon je vous invite à y aller, l'exposition en détail. C'est une famille de photographes qui sont les successeurs de Nadar, qui a cessé ses activités en 1902. Et de taille, le studio de taille, Nadar de taille, est installé sur la Canebière. Justement, à la jonction entre le de Saint-Louis, Pont-Belzin, et ce studio est réputé, et on le voit, le fond est gigantesque, c'est peut-être 1 million d'images. On est en train d'en faire comme ça quelques explorations. Et l'exposition ne présente que 240 images qui traversent déjà 150 ans d'histoire de Marseille et d'histoire de la photographie. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des images dans ce fond, de l'arrivée du corps à Marseille, enfin, en tout cas, c'est une piste pour nous. Dans nos explorations, on va aller voir un peu dans les plaques de verre des années du début du siècle. Là, on est plutôt sur un traitement un peu conservation du fond, parce qu'il est dans un état, comment dire, variable. Mais je demandais à mes collègues d'être attentifs à des images de 1916 et prises sur la Canebière, justement. Si c'est le cas, à ce moment-là, on pourra alimenter peut-être votre documentation avec des images faites par un studio marseillais de la région. Voilà, on va voir ça. Ok, merci beaucoup. On va ouvrir le débat. C'est toi qui l'ouvres? Bonjour, je suis trésorier de l'association de 217. Sur la question que vous avez évoquée, moi je voudrais donner quelques précisions. D'abord, la guerre, ceux qui l'ont faite, d'une manière générale, n'en parlent pas. C'est-à-dire que la guerre, c'est un sujet qui est difficile
difficile, qui est un peu indicible, qui est difficile à aborder. On le voit par exemple aujourd'hui avec la guerre d'Algérie, où on commence à peine à parler vraiment de la guerre d'Algérie, voilà, parce que c'est un sujet difficile. Donc, c'était vrai pour cette guerre-là aussi, et donc, c'est un frein à la possibilité d'avoir un certain nombre de témoignages, d'expériences, etc. Mais à la cantine, il va se produire quelque chose. Lorsque il est décidé de bombarder le camp pour obtenir la reddition des soldats mutins, donc la commune de la Courtine va être entièrement évacuée. On va obliger les habitants à partir, ce qui est quand même déjà une souffrance pour eux, d'autant qu'ils connaissaient ces Russes et qu'ils avaient, avec certains d'entre eux, qui amitié, puisqu'ils travaillaient avec eux dans les champs, qu'ils venaient consommer dans les bars, etc. Enfin bref. Que ces soldats avaient aussi créé une troupe de théâtre, ils donnaient des spectacles, qu'ils avaient une fanfare qui avait fait une alliance avec la fanfare de la Courtine, ils s'étaient mis ensemble pour faire quelque chose. Donc, des liens s'étaient créés, là on les oblige à évacuer, on ne leur dit pas pourquoi. Et donc, autour du camp vont être fait deux cercles de soldats. Le premier rang, c'est des Russes, c'est-à-dire on va faire tirer sur des Russes par des Russes, ce qui est cruel. Quel que soit l'opinion de ces Russes, l'Afrique était autour. Et derrière, c'est les Français qui sont là au cas où les Russes ne feraient pas de l'eau comme il faut, complètement. Et quand la reddition va être obtenue, finalement, on vous a expliqué le sort de ces soldats dans le film, mais les habitants de la cantine vont être rassemblés sur la place publique et on leur demande de ne jamais parler de cette histoire. Et aujourd'hui, on sent le poids de cette interdiction. C'est incroyable parce que des générations sont passées là, et aujourd'hui encore, on sent bien que d'en parler, ça serait quand même enfreindre aussi ce truc. Il ne fallait pas parler de ça, alors voilà. Et c'est vrai qu'aussi, comme le corps existe encore, qu'il vit, qu'il y a des activités militaires, du coup, c'est plus difficile. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un autre aspect, c'est que parmi les descendants de ces soldats russes, particulièrement de ceux qui sont restés en France, il y a des descendants aussi ailleurs, évidemment, eh bien, un certain nombre de ceux qui ont pris lien avec l'association vont découvrir l'histoire de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, au travers de notre association. C'est nous qui en savons plus sur leur grand-père, selon la brigade où il était, que eux. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Il reste que ceux qui sont en Algérie, on sait très peu de choses sur eux aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et donc, c'est un des objectifs de notre association, dans les mois à venir, d'essayer de travailler sur ce dossier. Mais les relations avec l'Algérie ne sont pas toujours faciles. Et donc, voilà. Donc, on a mis aussi dans cet aspect-là, et puis, malgré tout, entre-temps, il y a eu la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez, c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, voilà un sujet à travailler. L'autre sujet qui me semble très important, c'est celui d'obtenir, et là c'est un nom très ferme et constant, d'obtenir une fouille dans le camp pour exhumer les ossements des Russes qui sont dans une fosse. Alors on aura du mal sans doute à les identifier formellement. Par contre, même sans après, on devrait à peu près pouvoir dire combien doucement de personnes différentes on trouve. Mais ça nous est absolument refusé. La troisième chose, c'est d'obtenir qu'on aborde cet aspect de la guerre de 14-18 dans l'enseignement sur la guerre de 14, là où on enseigne, même si on enseigne de moins en moins la guerre de 14 aujourd'hui, et que voilà, on est confronté au fait que, comme on en parle moins, ou on demande d'ajouter quelque chose, vous comprenez, c'est pas grave. Mais c'est quand même 20 000 hommes qui vont arriver en France, en plusieurs fois et en plusieurs brigades, et 20 000 qui sont sur le front oriental. C'est quand même 40 000 personnes. Et là, nous, on sait qu'un nombre essentiel de ces soldats ne retourneront jamais dans leur pays. Ils vont avoir une vie incroyablement transformée, du fait aussi de cette prise de position à la fois de la France, mais aussi de la Russie, de l'époque du tsar, mais même de la Russie après le changement, où finalement, on ne va pas leur permettre vraiment de leur donner raison, alors qu'en fait, ils vont retourner dans leur pays, et plutôt que d'être à travailler dans des champs, faire autre chose que la guerre, c'est pourquoi ils étaient venus, pour
pourquoi pas lui faire repartir dans leur pays, je veux dire, voilà quoi. Et il y avait certainement aussi dans la tête du gouvernement français l'idée que ces gens qui s'étaient révoltés en France allaient certainement, sans les embryons aussi, devenir des fers de lance de la révolution russe, et qu'on ne voulait pas trop alimenter ce terrain-là, on risque un jour, ça allait peut-être en revenir. Dans le film, il parle que les corps ont été enterrés dans une forêt, apparemment. Le bois de feuillage. C'est à l'intérieur du camp militaire. C'est dans le camp militaire. Voilà. C'est dans le camp militaire, il y a un bois, et donc on sait à peu près où ils sont. Hein. Et donc, alors vous savez qu'aujourd'hui, il existe des techniques modernes pour prendre des photos, etc. Et donc, certains se sont osés à essayer de passer au-dessus du camp. C'est interdit, vous comprenez, c'est un camp militaire, cet espace. Bref, mais il semble qu'eux, ils aient à peu près quand même repéré où c'était, quoi. Avec certitude, avec les images. Mais on en est là, quoi, et c'est des choses terribles. Oui? On n'a plus que allez, 20 et 25 minutes de débat, donc... Des questions, c'est parti. Il se trouve que, je m'appelle Michel Drame, j'étais professeur d'histoire-géographie au lycée Nord à Marseille, et j'ai découvert l'existence des Russes en France, qui débarquaient à Marseille, non pas par, comment dirais-je, l'actualité, mais j'ai découvert le bouquin de Rémi Adam qui m'a ouvert la porte à cette existence de ces Russes qui venaient. Et comme j'avais des choix politiques, pas aujourd'hui d'ailleurs avec le quatrième international trotskiste, je me suis rendu compte que l'arrivée des Russes à Marseille s'était traduite par une exécution, je ne dirais pas un assassinat, c'était les Russes ont exécuté un de leurs officiers, le colonel, et que cette exécution, qui était une sorte de réaction vis-à-vis des soldats par rapport à la haine qu'ils avaient dans les officiers de l'armée russe, qui les dirigeaient de manière tout à fait absolument extraordinaire. Et donc, par conséquent, le résultat ayant été l'expulsion de Léon Trotsky de Paris, où il était réfugié et où il était le responsable d'un journal russe en russe, qui n'était pas lu par les Français, par aucun soldat français, mais par les Russes. Ça m'a incité à prendre en charge la compréhension de cette situation tout à fait extraordinaire, parce qu'il y avait un silence total. Hein, le professeur d'histoire-géographie que j'étais, membre de l'association d'ailleurs des professeurs d'histoire-géographie, n'avait absolument pas le moindre indice de l'existence de ces Russes dans aucun manuel. Hein. C'était un silence presque jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ça m'avait donc tout à fait intéressé, et j'ai enseigné cela aussi à mes élèves, de l'existence de ce contingent, d'autant qu'à Marseille existait, c'est la patrie de Jules Guesde, il y a une station de métro de Jules Guesde, il y a une place Jules Guesde, il était un des camarades de Léon Trotsky, quand Guesde était un marxiste révolutionnaire, avec Trotsky dans l'international socialiste, ils se disaient tous, se connaissaient tous, par conséquent, et il est donc expulsé de France pour étant une exigence du tsar, de la police du tsar, de faire donc voilà pourquoi ici je me suis rendu d'ailleurs à la Courtine ensuite plusieurs fois et j'ai adhéré à la Courtine 17 aujourd'hui et je reçois toujours des documents. Merci. Ah, peut-être d'abord. Est-ce qu'on sait, ceux qui sont partis en Russie, comment ils ont été accueillis, puisque c'était l'armée blanche? Oui, voilà, je me présente, je suis Philippe Koutsev et je suis président
d'une association, les Amis de Provence à Toulon. Et il y a 10 ans, on avait fait une exposition et des conférences justement sur la venue du corps expéditionnaire russe à Marseille. Alors, enfin, je vais être bref, quelques indications qui sont, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin du film, il y a une photo de groupe de soldats russes qui fêtent le 10e anniversaire de la Révolution. Je ne sais pas si vous avez noté le costume, le visage de ces gens-là. Franchement, pour des simples soldats, c'était des soldats qui quand même avaient de la classe. Et en préambule, vous aviez dit que donc, les Russes voulaient amener en France des soldats représentatifs de la nation russe. Et en réalité, c'est Nicolas II qui a voulu envoyer en France des soldats qui avaient un gabarit physique, 1m80, blond, les yeux clairs, et surtout, il voulait que tous ces soldats qui étaient envoyés en France sachent lire et écrire. C'est curieux, c'était pour donner une belle image de la Russie. C'est pour ça que quand j'ai vu cette image de ce groupe que je ne connaissais pas, c'est vraiment représentatif. Alors, nous, dans notre association, nous avions 3 personnes dont leur père faisait partie donc, de ces contingents de soldats. Il y en a 2 qui étaient en Algérie. Alors en Algérie, il y en a un qui était un mitrailleur qui était venu à Brest. Ensuite, il a embarqué à Toulon parce qu'il y a de nombreux soldats qui sont partis à Toulon pour le front de Salonique. Et donc il a été blessé là-bas. Ensuite, il a été soigné à Corfou. Et après la Révolution, il est allé en Algérie. Alors en Algérie, eh bien, son fils me disait que son père a été envoyé dans un tout petit village où il fallait qu'il pointe à la gendarmerie tous les 15 jours, où il avait interdiction de voyager en Algérie, tout simplement mais parce que les autorités françaises se sont toujours méfiées de ces réfugiés russes. Et donc, ils les ont contrôlés, et quand on a vu que c'était quelqu'un qui était correct, donc il n'y a pas de problème, et ensuite il est allé à Alger, et donc il a travaillé, bon, il y en a un qui était tailleur, il y en a un qui était épiniste, et l'autre qui était ouvrier agricole. Et tous les 3 sont venus après habiter dans la région de Toulon, donc après l'Algérie française. Et c'est vrai qu'à Toulon, l'immigration russe, il y a eu une immigration russe à Toulon dans les années 20, mais qui a été très très limitée parce que Toulon était un port militaire. Il y avait 14 000 ouvriers qui travaillaient donc, au chantier à l'arsenal militaire, et la police française ne voulait pas que viennent des agitateurs politiques à Toulon. Donc l'immigration a été limitée et il fallait montrer un curriculum vitae. Alors c'est assez curieux qu'à Toulon, bon moi je suis né à Toulon, je suis né en 1950, mon père a quitté la Russie en 1919, il était médecin à Toulon et j'ai connu tous ces vieux Russes qui avaient tous des noms pas possibles de la grande histoire russe et des noms très simples. Voilà. Donc, au sujet du film, il y avait aussi, on dit que les soldats, ils avaient chaud à bord des bateaux, et donc ils allaient sur le pont pour se refroidir. Et en réalité, enfin, moi, dans les témoignages de mes adhérents, eh ben, il me disait que son père se plaignait parce que justement, en traversant les mers chaudes, eh bien, pour aller sur le pont, c'était un tour de rôle pour éviter qu'un sous-marin allemand qui gravit dans le coin se rende compte qu'il y avait un bateau de l'autruche très vite, bateau commercial sans trop d'importance et qui peut-être ne valait pas une torpille, puisse continuer sa route. Et donc il a vraiment souffert de la chaleur. Ensuite, sur enfin, ça n'a rien à voir avec le corps expéditionnaire, mais vous aviez parlé tout à l'heure en ouverture du mois d'août 1914, où on parlait des troupes russes, qu'il y en avait 60 000 qui débarquaient, que c'était... Mais en réalité, ce qu'on ne sait pas, ou on ne dit pas, c'est que la France n'a pas gagné la victoire de la Marne. Les Allemands avançaient. Les troupes, le gouvernement français avait commencé à partir sur Bordeaux. Ils avaient nommé un général, je ne me souviens plus trop qui était ce général, gouverneur de Paris. En réalité, c'était
gérer la reddition de la ville de Paris pour pas qu'elle soit détruite. Et le gouvernement français a insisté, mais vraiment lourdement auprès des Russes, pour qu'il y ait une contre-attaque. Les Russes, avec tous les problèmes de mobilisation qu'ils ont eu, n'étaient pas prêts de contre-attaque. Mais pour sauver Paris, ils ont fait une contre-attaque qui a été assez catastrophique pour les Russes. Les Allemands ont été surpris par cette contre-attaque, et du coup, ils ont retiré les troupes du front français de la Marne pour les envoyer sur le front russe. Et les troupes allemandes se sont arrêtées là. C'est pas une victoire française. En réalité, quand Joffre dit on ne traverseront pas la Marne, etc. Mais en réalité, non. Hein, ça a été grâce aux Russes que Paris n'est pas tombé. Et ça, moi j'en suis persuadé, et c'est peu connu. C'est peu connu, tout simplement, parce qu'on ne veut pas dire que c'est les Russes qui ont sauvé Paris. Et puis c'est comme, bon, à Verdun, il faut faire vite, c'est comme à Verdun, les Français ont gagné la bataille de Verdun, les Allemands gravissaient les montagnes qui s'appellent Mort-Homme, et les Allemands gagnaient du terrain sur cette montagne, et en Italie, les Autrichiens se préparaient à débouler dans la plaine de Venise, et ça allait être donc une catastrophe pour Verdun et pour les Italiens. Et le gouvernement français avait demandé au tsar de faire une contre-attaque, ça a été la fameuse attaque du général Broussilov, qui a été devancée de 2 mois plutôt que ce qu'il devait faire. Les troupes allemandes, quand il y a eu cette contre-attaque de Broussilov, ont retiré les troupes du front de Verdun, et la montagne Mort-Homme n'a pas été prise. Voilà. Écoutez, donc, voilà, et puis, dans mon association, j'avais la petite fille du général Ignatieff, qui était un des généraux qui a commandé le corps expéditionnaire russe en France. Et alors, pour la petite histoire, ce général, vous savez que dans l'émigration russe, dans les années 25, il y a eu des généraux Koutiepov et Miller qui ont été enlevés et assassinés par la Tchéka de l'époque. Et ces 2 généraux, c'était les présidents de l'association des militaires russes en exil, qui représentaient une force politique importante. Et donc le 3e, c'était le général Ignatieff par ordre de grade. Il s'était vite réfugié quand il habitait Paris, quand il a vu que donc Miller avait été enlevé, exécuté, il s'est vite réfugié à Cannes. Et les autorités russes en exil lui ont demandé de prendre la tête du gouvernement de cette association. Il a refusé, et dans la nuit, il est parti en cachette se réfugier à Tahiti. Et il a vécu à Tahiti jusqu'à la fin de sa vie, où il avait ouvert une épicerie russe où on pouvait manger de la matrouchka. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir organisé ce colloque, cette exposition, et félicitations aux organisateurs. Voilà, merci beaucoup. On ne gagne jamais une guerre. Une guerre n'a jamais été gagnée. La guerre des moutons. Bien. Comme nous devons aller assez vite, parce que comme vous le savez, il y a un spectacle qui va continuer, qui fait 40 minutes, le musée ferme à 18h, donc on est obligé d'être respectueux de tous ces horaires. Je voudrais répondre à Madame sur l'accueil en 1919 et en 1920 en Russie, bien qu'on n'a pas beaucoup d'éléments sur cette question. Ce que je voudrais dire quand même, c'est l'historien Rémi Adam qui en parle dans son livre Les révoltés de la Courtine. Il dit les dirigeants du gouvernement français, quand ils passent l'accord avec le nouveau gouvernement soviétique, le gouvernement Lénine à l'époque en 1919 pour le rapatriement de ces soldats, le gouvernement français fait un sondage parmi tous ceux qui sont en Algérie sur où souhaitent-ils être rapatriés, dans un port et une région tenue par les Blancs ou dans un port ou une région tenue par les Rouges. Et 95% des soldats qui sont en Algérie répondent « Nous voulons aller dans la Révolution et là où sont les Rouges ». Et effectivement, ils vont être rapatriés, la plupart d'entre eux, à Odessa. Sur ce qui s'est passé à leur arrivée, bon, on a quelques témoignages de soldats qui ont écrit dans les années 1930 là-bas, dont on a des traductions, on a fait des traductions. Certains sont rentrés dans l'armée rouge.
On a connaissance, par exemple, d'un grand meeting qui s'est tenu à Moscou. Il y avait des Français à cette époque qui avaient été présents à ce grand meeting où se tenait Globa, le responsable du Soviet, pour fêter les 10 ans de 1917. Mais il n'y a pas énormément de témoignages de comment... bon, ils arrivent, on est en pleine guerre civile, qui va se terminer en 1921, et bon, il y a énormément de problèmes qui se posent, il y a la faim, il y a les affrontements dans tout le pays entre les différentes armées, les blancs, les rouges, les verts également, et c'est vrai que leur retour ne crée pas un événement majeur apparemment dans le pays. Je voulais vous faire une toute petite lecture de quelque chose pour précéder une vidéo qu'on va vous passer d'une chanson. Vous connaissez Henri Barbusse, tout du moins de nom. Dans le livre Faits divers, qui est sorti en 1928, il décrit un certain nombre de choses, et en particulier, il décrit le moment de l'assaut le 16 septembre à 10h du matin, et il le fait avec un lyrisme dramaturgique assez extraordinaire, quand les premiers obus vont être lancés sur les lutins. Je vous dis ça, vous allez voir pourquoi. Alors il écrit: la foule des soldats est hérissée de drapeaux rouges. Lorsqu'ils sont venus en cortège au lieu de réunion, ces drapeaux qu'ils tenaient poussaient leur foule comme des voiles. Les orateurs crient en plein air et finissent tous leur discours de la même façon: nous voulons retourner en Russie, et cela seulement. Nous voulons aller dans la révolution. Un autre dit: nous sommes ici 11 000. Un homme tout heureux insinue: il vaudrait mieux céder et se rendre. Tous ont une seule voix pour crier: non! La voix de tous ajoute: nous mourrons pour le drapeau rouge. Ils chantent la Marseillaise, et l'Internationale. À 10h moins 5, le meeting cesse, la musique joue une marche funèbre, il y a à l'horizon un grondement sifflant, puis un volcan éclate parmi les hommes sur la terre. 2 musiciens sont tués et s'écroulent, les autres à côté des villes continuent à jouer, on voit tomber les formes humaines dans la fumée, gesticuler des agonies. Des éclairs et des tonnerres arrivent de tous les points du ciel. Ce chant de massacre prend France dans la Creuse. Ces hommes sont des soldats russes, leurs ennemis, leurs vainqueurs, ce sont des soldats russes et des soldats français. Je vous cite ça parce qu'il parle de premier coup de canon, premier obus tombé sur le camp, il chante la Marseillaise. Il chante la Marseillaise des travailleurs, qui, à part l'air, n'a pas grand-chose à voir avec les paroles de la Marseillaise que vous connaissez, l'hymne français. Et nous allons passer cette chanson qui a été composée par le compositeur russe Lavrov et qui était un hymne anti-tsariste et qui a été l'hymne, je veux dire, populaire des travailleurs, l'hymne révolutionnaire jusqu'à 1917 où il a été après suppléé par l'Internationale. Si la technique suit,